Passion. Authenticité. Excellence. Transmission. Mettons plus de vie dans nos vies. Connecté Nature, le podcast de Truffaut. Je suis Jérôme Pitorin et je vais chaque fois, en compagnie d'experts et de passionnés, vous proposer d'enrichir vos connaissances du monde végétal, entre autres, avec de nombreux conseils et astuces, dans une quête de bien-être, le tout arrosé de bonne humeur. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de cette seconde saison de Connecté Nature. Et aujourd'hui, je reçois Margot Laurent, une jeune femme pour qui j'ai une admiration toute particulière, autant que pour sa sœur Charlotte, leur maman Florence et également une pensée pour leur grand-mère. En effet, c'est le Champagne qui, en 2015, a réuni ces femmes autour d'un beau projet familial devenu aujourd'hui un vrai succès. Bonjour Margot et bienvenue jusque dans nos studios. Bonjour Jérôme, merci. Je suis vraiment ravi de te recevoir et de te revoir. Alors je vais juste préciser à celles et ceux qui nous écoutent que nous avons partagé 3 jours de tournage ensemble, où j'étais venu découvrir la Champagne à vélo, car la Champagne ne se résume pas qu'à ses bulles, c'est aussi un paysage de terroir, un savoir-faire qui commence par la vigne et son précieux raisin. Et Margot, donc tu es vigneronne et productrice de champagne, les champagnes Oudiette et Fille. Alors, on va parler du et Fille tout à l'heure. Depuis notre rencontre d'ailleurs, notre jeune viticultrice a mis au monde sa première cuvée de champagne et aussi une ravissante petite Nina il y a quelques mois. Donc beaucoup d'émotions fortes depuis qu'on s'était vus. C'est vrai, il y a beaucoup de changements. Bon, alors ma première question qui est rituelle, c'est la même pour chacune de mes invités. J'aimerais que tu me racontes, Margot, quel est ton premier souvenir et ta première émotion liée au végétal? Est-ce que c'était dans les vignes d'ailleurs? Alors non, mais c'était pas très loin des vignes. Ma grand-mère habitait à côté des parcelles de vignes et elle avait un énorme parc avec des poules, des canards, des moutons. Et derrière ce parc, il y avait son jardin à fleurs, mais aussi de ses fruits et légumes. Et donc, quand j'étais petite, j'allais piquer les fraises au fond de son jardin et elle était toute fière de nous faire déguster ces produits. Donc, c'est un de mes premiers souvenirs avec le végétal. Donc aujourd'hui, tu es vigneronne dans le Champagne, et cela après une reprise d'études et une réorientation, comme on va l'évoquer, l'occasion de parler de terroir, de cépage, de vigne, de philosophie de culture, de voir ensemble aussi les différentes étapes par lesquelles tu passes tout au long de l'année, avant que la bouteille de champagne ne soit dégustée. Avant toute chose, raconte-moi ton parcours et ce virage des logos au coteau. Beau jeu de mots, rime riche. On ne se change pas si vite. Oui, donc moi j'ai fait des études de chargée de communication, donc j'aimais bien tout ce qui était lié à l'art, la création, etc. Et puis, donc je suis allée jusqu'en master et une fois fini, je me suis dit qu'être enfermée dans un bureau toute ma vie me conviendrait pas. Et qu'est-ce que je pouvais faire de manière artistique au sein d'une exploitation viticole? Eh ben, créer du vin. Et donc, en 2015, je me suis reformée et j'ai repris l'exploitation en même temps de 2,5 hectares. Donc, c'est une exploitation familiale qui nous venait de nos grands-parents. Mmh. Et donc, j'ai repris en 2015 avec ma sœur Charlotte et ma maman. On est toutes les 3 associées sur ce projet. Et je m'occupe de tout ce qui est partie vigne et vin actuellement sur le domaine. D'accord, donc ça c'est la répartition familiale. Donc maman a hérité des vignes de ses parents. C'est ça. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait déjà du champagne? Alors non, mes grands-parents et ma maman étaient vendeurs au kilo à l'époque. Donc vendeurs au kilo, on travaille la vigne toute l'année. Mmh. Et puis arrivé à la vendange, on vend nos raisins à des maisons de champagne, des grandes maisons. Et donc cette exploitation, elle était comme ça depuis plus de 40 ans. Mmh. Et lorsqu'on est arrivé avec ma sœur, on avait quand même pour objectif de faire quelque chose de cette exploitation-là et pas avoir ce côté frustrant de se séparer des fruits qu'on a cultivés toute l'année. Et donc, j'ai fait le choix et le pari de convertir une partie de l'exploitation pour y faire de la bouteille.
D'accord, donc passer de la vente au kilo à la bouteille, donc reprendre ses études, c'est ce que tu as fait, Oui. te former et puis une fois ce diplôme obtenu, comment on se lance là-dedans? Parce qu'il faut du matériel et comment ça s'est passé en fait concrètement? Alors, ça s'est passé, très simplement au final parce que comme, tu viens de le dire, on n'avait pas de matériel, donc il a fallu quand même s'entourer de personnes, pour nous aider, en ce qui concerne tout ce qui est prestations, mécaniques, parce qu'on n'a pas d'outillage. Moi, j'étais sur la partie vigne, donc tout le travail de la vigne tout au long de l'année, j'ai appris et progressé au fur et à mesure parce que j'ai appris un peu sur le tas, malgré que je sois allée à l'école. Quand on est lâché comme ça dans la vraie vie, il y a quand même, d'autres, enjeux, donc je me suis un petit peu débrouillée par moi-même, et puis au fur et à mesure du temps, voilà, on a progressé, moi j'ai vu aussi ce qui me manquait et puis, on achète petit à petit du matériel, pour pouvoir, être de plus en plus autonome, ce qui est le but quand même, à un moment donné de pouvoir, tout maîtriser, nous-mêmes. Donc ça, c'est pour la partie viticole, mais la Oui. partie vinicole, ensuite, lorsqu'on transforme ce raisin en vin, comment tu fais? Comment tu as pu d'ailleurs, faire ta première cuvée? Alors, on a eu la chance à l'époque de chercher un endroit, qui pouvait nous accueillir, concernant les vins et donc on a trouvé une coopérative qui est à 5 minutes de notre exploitation. Et en fait, cette coopérative, elle nous a permis c'est comme une forme de location, donc on est installé au sein de cette coopérative, on bénéficie de tout leur matériel de pointe. Moi, j'ai juste en achat et ce qui met en propre, des fûts de chêne dans lesquels, je fais mes vins, mais tout le reste, les pressoirs, les pompes et cetera, en fait, c'est la coop qui me les prête, enfin qui me les loue Mmh. et je suis complètement indépendante dans cette coopérative. Je suis adhérente à la coopérative, mais je vinifie complètement à part, des autres D'accord, donc tu mélanges pas ton raisin à celui des autres, adhérents. exploitants, voilà, c'est ça. Voilà, Tu peux faire ton propre vin dans ton coin, entre guillemets, c'est ça. dans tes fûts. Comment s'est passé, cette collaboration, cette idée? Comment ça a été accueilli dans ta famille? Parce que vous êtes, on va compter ta grand-mère qui est à l'origine, évidemment pas du projet, mais en tout cas de l'exploitation des vignes. Cette filiation, de femmes, en fait, ça c'est assez inédit. Qu'il y ait des femmes vigneronnes, c'est une chose, mais qu'elles le soient, entièrement, et à 100 qu'il y ait pas d'hommes finalement dans cette entreprise, c'est plutôt rare. Oui, c'est assez rare, c'est vrai. Alors on avait quand même nos 2 grands-parents, mais notre grand-père nous a quittés de bonne heure, donc ma grand-mère a tout géré toute seule. Donc en fait, pour nous, c'était assez, normal puisqu'on a vécu au sein de femmes et on sait pas enfin, à l'époque, je me demandais pas comment ma grand-mère faisait, la pénibilité du travail et cetera. Et oui, c'est assez drôle, pour le coup, on est vraiment, une lignée de femmes depuis, 4 générations et la 5e génération qui arrive est aussi une fille. Oui, c'est ce que j'allais te dire, voilà. Donc on doit être, je sais pas. Mais c'est plutôt bien. Oui, c'est plutôt bien, Ça oui. ça va garder une espèce de cohérence, en tout cas, dans Bien la sûr, féminité de vos oui. vins, enfin le vin, puisque c'est le champagne reste du vin. Est-ce que tu peux m'expliquer aussi quels sont les rôles de chaque personne dans la famille un petit peu? Parce que ça ne s'est pas résumé qu'à faire du champagne. Il y a eu toutes aussi, d'autres activités annexes, qui se sont jointes à celle-ci? C'est ça. Bah, alors ma sœur Charlotte, en 2014, elle a ouvert une chambre d'hôte, sur Épernay, donc la Poterne. C'est une chambre d'hôte qui peut, accueillir, 10 personnes. Donc elle est à plein temps sur cette partie, touristique. Et suite à la création de cette chambre d'hôte, nous nous sommes demandé, qu'est-ce que nos clients pourraient faire en plus, qu'est-ce qu'on pourrait proposer à nos clients, d'un peu inédit, dans la région et à l'époque, personne donnait l'accès à la visite de vigne parce que, voilà, c'était pas très intéressant et c'est pas ce qui fait le charme du champagne ou Mmh. en tout cas le luxe. Et on avait plein de demandes de gens qui voulaient aller dans les vignes, pique-niquer, mais qui ne savaient pas s'ils avaient le droit et on s'est dit: «Bah, tiens, on n'a qu'à, proposer un tour, dans nos vignes». Donc on a créé les Sensations vigneronnes, qui est une activité œnotouristique
Et donc j'emmène les gens dans les vignes, je leur explique ce qu'est la Champagne, comment on est, réglementé, comment je travaille la vigne tout au long de l'année, donc avec aussi je leur mets les outils dans les mains pour qu'ils essaient. Enfin voilà, c'est vraiment un moment, d'échange et de partage sur, nos connaissances parce qu'ils ont d'autres connaissances que la vigne, mais donc c'est toujours, assez enrichissant des 2 côtés. Et on termine, cette petite visite par un pique-nique, au milieu des vignes de Champagne avec une dégustation, de nos champagnes. Oui, tant qu'à faire, Oui, c'est mieux. évidemment. La Champagne, ce sont aussi des paysages, des coteaux. Pour l'avoir arpenté à vélo, j'ai pu très bien voir, voilà, qui était certainement vallonné, mais qui avait surtout des points de vue extraordinaires et que cette nature de vigne apportait vraiment quelque chose une espèce de noblesse supplémentaire à ce produit-là qui l'est déjà. Ouais, c'est C'est vrai. ce que tu racontes. Comment tu les racontes justement? Comment tu les racontes ces paysages de tes vignes? Alors, bah, nous, on explique, vraiment toutes nos expositions parce que, donc on a plusieurs parcelles sur l'exploitation qui sont donc, dans le village de Bonnet. Ouais. Et donc, on a des parcelles différentes avec des expositions différentes, des sols différents et c'est ça, en fait, la Champagne et c'est aussi ce pourquoi, on va pas trop enfin, mon voisin fera jamais le même champagne que moi, même si c'est mon voisin de vigne, parce qu'on a des sols, complètement différents. Si on est en haut de la parcelle ou en bas de la parcelle de Mmh. vigne, on a vraiment des gros changements. Et nous, pour notre, secteur, on est vraiment sur des sols, très argilo-calcaires. Mmh. On a beaucoup de limon aussi, donc c'est des terrains très durs à travailler, très, très riches. Et par contre, sur d'autres régions, on va être beaucoup plus sur de la craie pure, donc ça va amener beaucoup plus de minéralité dans les vins. C'est ce qui fait aussi la typicité de la Champagne, c'est toutes ces expositions différentes, tous les sols différents. Mmh. Les cépages qu'on utilise aussi également, font partie de voilà, de ce mix de De richesses, et de et paramètres, de ouais, ouais, voilà. ouais. Alors je crois savoir, me souvenir que tu avais fait venir un géologue pour bien connaître la teneur de tes sols parce qu'évidemment, c'est ce qui va aussi donner le goût au raisin de chaque parcelle, en fait. C'est ça. Explique-moi un peu. Alors oui, on avait fait venir, donc il s'appelle Geoffroy Orban, qui est un géologue œnologue, donc il a les doubles compétences. Et donc pour moi, m'approprier un petit peu plus mon terroir, je lui avais demandé de faire le tour des parcelles et puis de m'expliquer un petit peu, comment se comportaient nos vignes, sur ces sols-là, voilà la possibilité, au niveau de l'aromatique, qu'elle pouvait en dégager. Et donc, lorsqu'il est venu, il a fait des prélèvements de nos sols, sur différentes de nos parcelles. Il les mélange dans l'eau et puis, en fait, grâce à ça, il arrive déjà lui-même à sortir des arômes, des sols. Donc, au début, je me suis dit: «Mais c'est fou, c'est pas possible, comment on peut sentir de la terre et trouver l'aromatique du vin, qui va en sortir?» Et donc, le jour où j'ai fait mes premières bouteilles, j'ai ressorti ce classeur et en effet, tout est vrai. Enfin et donc il a vraiment une faculté à connaître, à avoir une analyse très topographique aussi, Mmh. de notre exploitation, enfin de tous ceux qui font appel à lui en tout cas et c'est hyper enrichissant, d'avoir cet aspect-là géologique de nos sols. Mmh. Alors quand, une jeune femme, qui, est certes, de la région, mais qui n'est pas une fille, de vigneronne, ni une petite fille, on va dire, parce que ta grand-mère ne vendait pas de champagne, vient s'installer comme ça en quittant ses études, quel était le regard, déjà de tes, voisins ou de tes concurrents, je sais pas comment on dit? Et surtout, des hommes, parce que c'est quand même un métier, même si de plus en plus de femmes sont vigneronnes, c'est plutôt un métier qui reste majoritairement masculin. Oui, alors, oui, c'est ça, très masculin. Enfin, au tout début, bon, sur les anciennes générations, je pense que enfin, j'avais un voisin de vigne qui me regardait et tous les jours, je passais devant lui, je lui disais: «Bonjour», et jamais il me répondait. Alors je me suis dit: «Mais pourquoi il me répond pas? C'est bizarre, je lui ai rien fait», mais au final, c'est parce que je pense qu'il s'est dit: «Oh, elle vient s'amuser» Mmh. ou voilà, c'était pas crédible que je sois là. Mmh, c'est pas un problème de sonotone? Non, 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 d'accord. non. Oui, ça aurait pu, j'y ai pas pensé.
Et donc au bout d'un moment, il s'est un petit peu, détendu avec ça et il a finalement, maintenant il me dit bonjour et en ce qui concerne aujourd'hui les femmes dans le vin et en Champagne, on est de plus en plus nombreuses à être à la tête d'exploitation et c'est une vraie fierté et je pense que aussi cette nouvelle génération, elle est pas regardante à ce qu'il y a une fille ou un homme Mmh. aux Mmh. têtes d'exploitation et heureusement, les mentalités changent, mais on rame un petit peu plus, oui, c'est sûr. Mmh. Alors justement, c'est la première cuvée que moi j'ai pu goûter a posteriori, mais quand, on s'est rencontrés, tu étais encore en phase, vraiment, voilà, de finition. C'est ça. Heu, Comment ça s'est passé? Comment a été reçu? Est-ce que tu étais satisfaite de ton travail et comment ça a été reçu de la part, de tes clients que tu devais d'ailleurs, convaincre, d'ailleurs? Oui, alors ça s'est très bien passé, moi j'étais assez satisfaite du résultat, je ne sais pas si je serai un jour totalement satisfaite, parce qu'il faut toujours, demander un peu plus d'exigence. Mais, sur cette première cuvée, j'ai eu beaucoup de bons retours, et puis, on a commencé à vendre en juin l'année dernière et nous n'avions plus de bouteilles, depuis janvier. D'accord. Donc c'est plutôt bon signe, c'est que c'est bien parti. On a eu beaucoup de retours positifs et aujourd'hui, on vend beaucoup à l'étranger. C'est pratiquement 80 de notre Mmh. volume part, à l'export. Alors quand on dit volume, hein, c'est par rapport à certaines exploitations de champagne, comme les grandes marques, hein, Oui, qu'on ne cite pas forcément, mais vous avez un voilà, un petit je vois que tu me disais 2,5 hectares, c'est l'équivalent, on va dire, de 4 terrains de foot. c'est ça. C'est quand même pas énorme, mais c'est déjà suffisant et je crois que d'ailleurs, tu n'exploites pas toutes tes Non, vignes pour en faire pour en faire du champagne pour le moment c'est ça, ouais. et donc ça veut dire que c'est une petite production. Tu as valorisé quoi? C'est la qualité? C'était quoi Oui. ta quête au départ? Alors, c'était de pouvoir, déjà, moi aussi commencer progressivement donc en prenant que 50 arts de notre exploitation, ça me permettait déjà de vinifier 3 500 bouteilles, ce qui est petit mais qui est quand même Mmh. un nombre considérable pour commencer. Et je voulais vraiment, faire un travail très précis, sur, ce que j'avais choisi. Donc, en l'occurrence, j'ai choisi 2 parcelles pour faire, cette première cuvée. C'est 2 parcelles qui me tenaient à cœur, justement parce que lorsqu'on on a fait le tour avec le géologue, c'est celle qui représentait vraiment notre, terroir. Donc, il me semblait très important de ne pas faire énormément de bouteilles, mais en tout cas de faire bien peu de bouteilles. Et donc cette première cuvée, elle a été faite, comme ça. D'accord. Alors on rappelle, hein, pour, ceux qui, ne sauraient pas que donc le champagne est du vin, il y a 3 cépages, on va dire, principaux, hein, 2 rouges et un blanc, le chardonnay en blanc et les pinots en rouge. Comment tu as décidé, qu'est-ce que tu as sur tes parcelles? Quel âge ont tes vignes? Comment on fait ce choix-là? Alors on fait ce choix-là, alors, enfin, il faut savoir que le champagne, c'est déjà un vin d'assemblage. On peut assembler des années, des cépages, des parcelles, on peut assembler plusieurs choses. Et lorsqu'on a fait le choix de choisir ces parcelles-là, à la base, c'est parce que, voilà, c'est une des parcelles qui est sur, un peu de craie, donc amène un petit peu de minéralité dans les vins, une tension, donc c'est aussi pour ça que je l'ai choisi, pour un vieillissement, un petit peu plus long dans le temps. Donc c'est un 100 chardonnay et on l'a choisi comme ça, mais chaque année, il faut savoir que, nous, on pioche dans notre exploitation, la parcelle qui nous paraît la mieux, enfin la Mmh. plus qualitative de l'année. Donc d'une année à l'autre, on fait pas les mêmes vins. C'est aussi la typicité de notre domaine. Voilà, on choisit les meilleures, parcelles, les plus qualitatives. Bien. Bien, bien, je confirme, hein, c'est de qualité. Mais attention, hein, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, qu'on se le rappelle bien. J'aimerais que tu me précises, toi, puisque c'est toi qui est les mains dans la terre, on va dire, c'est toi qui œuvres quasi quotidiennement dans tes vignes. euh, Quelles sont les différentes étapes de l'année que tu dois accomplir et qu'est-ce que ça veut dire concrètement travailler la vigne en fait? Alors, ça veut dire qu'on travaille à la main, tout à la main. La saison, elle commence à partir de novembre. De novembre à mars, on est dans les vignes pour tailler les vignes. Donc à ce moment-là, en fait, on choisit les bois qui vont donner, la future récolte. C'est une étape, très importante parce que c'est à ce moment-là qu'on décide, la vendange prochaine.
Ensuite, une fois la taille, terminée, on fait le liage. Donc ça consiste à attacher les brins qu'on a choisis, et qui vont donner des grappes par la suite. On les attache parce qu'une fois que les grappes seront dessus, c'est relativement lourd et Ouais. donc il faut donner une forme à nos pieds de vigne. Mmh. Une fois qu'on a lié, on a l'ébourgeonnage. Donc, là, on vient de sortir de l'ébourgeonnage, Et bourgeonnage en un seul mot, hein, et oui, c'est ça, l'apostrophe. c'est ça. On enlève le bourgeon? On enlève les bourgeons non D'accord. fructifères, pour, garder en fait, la sève, dans les bons bois. Donc on retire tout ce qui se trouve sur les vieilles charpentes. Donc ça se fait à la main aussi. Ensuite, nous avons le relevage et le palissage, qu'on va bientôt commencer, donc qui consiste à relever, au fur et à mesure, de la pousse de la vigne, nos fils qui tiennent, nos feuilles et nos futurs raisins. Mmh. Et donc ensuite, nous arrivons au mois d'août, on est un petit peu plus calme. Donc c'est quelques semaines avant la vendange, on vient contrôler les maturités des raisins chaque semaine, pour savoir à peu près combien on prend de degrés, alcooliques. Et puis, généralement, bon maintenant c'est un peu décalé, mais fin août, début septembre, mi-septembre, on fait la vendange. Mmh. Voilà, à la main. Alors je précise, hein, que vous êtes en HVE, Oui. donc haute valeur environnementale, donc avec un souci vraiment de faire quelque chose le plus respectueux de l'environnement possible et avec le moins d'intrants possible. Je pense même que vous en utilisez peut-être même pas. Peu, très peu. Très peu, ouais. Vraiment quand il y a urgence. Voilà. Hem, Comment tu pourrais décrire le champagne, tel que vous le faites? Quel qualificatif le raconte le mieux? Alors, bah, c'est beaucoup de quel qualificatif? Pour juste la partie vinif, on essaie d'être dans un vin de terroir. Vraiment, on donne beaucoup, enfin, je donne beaucoup d'importance au travail de la vigne, ce qui me permet après, derrière en cuverie de pas trop, même ne pas toucher mes vins. Mmh. C'est un vrai travail, minutieux, chaque jour, dans nos vignes. Donc la labellisation, c'est une étape. Enfin, il faut à chaque fois, finalement, c'est un long processus parce qu'avant de pouvoir arriver à avoir aussi certaines vignes, j'imagine que vous avez replanté, vous avez dû arracher des vieilles vignes. Ça fait partie du roulement aussi. Oui, Donc il y a une remise en question toujours permanente. ouais. Ce métier-là de vigneronne, c'est un métier que tu pensais aussi compliqué que ça? Oui, non, enfin non, pardon, non, je m'attendais pas à autant de difficultés. Et au-delà de la difficulté, c'est un métier qui regroupe, 10 métiers en un. Mmh. Il faut à la fois être, à la vigne, donc bien travailler ses vignes, être à la fois proche de ses sols, bien connaître ses sols. Il faut être à la fois dans le vin, vinificateur, il faut, être commercial, il faut être, gérant d'une exploitation. Il faut aussi prendre des décisions pour, à chaque fois, c'est une décision prise pour les 5 ans à venir ou les 40 ans à venir, par exemple, quand on replante. Mmh. Donc c'est vraiment beaucoup de comment dire? Responsabilité d'avoir une exploitation, viticole. On est responsable d'un vivant, Mmh. et on le découvre. Les aléas climatiques aussi, modifient nos façons de travailler et c'est une remise en question perpétuelle, dans ce travail. Mmh. Et tu as réussi, tu penses à comprendre, maintenant, à maîtriser un peu toutes ces phases-là pour pouvoir, te dire, «Je peux commencer maintenant à peut-être m'essayer à d'autres petites, on va dire, originalités peut-être dans tes différentes cuvées?» Oui, bah, oui, parce que j'ai un petit peu plus d'aide maintenant dans les vignes, ce qui me permet d'avoir du temps pour, réfléchir à autre chose. Mmh. Typiquement, sur la conduite, de l'enherbement dans nos vignes, par exemple. Ça, c'est des choses où je prends un peu plus de temps maintenant pour réfléchir, ce qu'on y met, les légumineuses, pourquoi, Alors, précise-nous, l'enherbement, c'est ce qu'il y a entre les enfin, dans les allées, c'est entre les ça. lignes. Qu'est-ce que c'est au juste? Alors on laisse l'herbe, nous on appelle ça donc l'enherbement naturel maîtrisé, donc on laisse la flore, sauvage se développer au sein de nos vignes. Alors pour certaines ça marche très bien, la flore présente est bonne et vient pas en concurrence avec la vigne. Et puis parfois, sur d'autres parcelles, c'est en concurrence et là du coup il faut opter pour, un enherbement où on vient choisir, ce qu'on vient semer. Mais on les choisit pas, comme ça, faut réfléchir
réfléchir par rapport à nos études de sol, s'il y a des carences, s'il y a pas de carences, et donc on rentre vraiment là dans un profil très, topographique et Mmh. on réfléchit, à comment améliorer, la qualité de vie de nos plants de vigne. Donc ça veut dire que ces herbes-là qui sont entre les pieds, de vigne, quel est leur rôle, leur incidence sur, la qualité du vin ou la pousse de la vigne même? Alors, ça dépend des herbes utilisées, mais par exemple, quand on utilise des légumineuses, sur du long terme, en fait, ça peut devenir c'est un engrais vert, donc on vient mettre des légumineuses qui vont venir avoir des systèmes racinaires complètement différents et qui vont aérer nos sols pour, par exemple, des sols compactés, on va utiliser ce genre de flore ou alors on peut mettre aussi, des herbes à tiges creuses qu'on va à un moment, venir, casser et rouler et donc on va faire un espèce de paillage, sur nos sols. Voilà. Après chaque vigneron a des pratiques différentes. Nous, on estime qu'avoir des sols nus, c'est pas bon. Les sols doivent être protégés, d'herbes ou autre chose qui vont garder, de l'humidité, ce genre de choses qui sont bien durant l'été et qui Mmh. permettent de pas, trop abîmer nos sols, quoi. Et puis il y a l'azote aussi, Aussi ç l'azote. ça aide, évidemment Oui. à récupérer ça. Est-ce que tu as des petits conseils pour les gens qui ont quelques pieds de vigne chez eux, alors que ce soit une vigne, rampante, montante, ou autre? Comment bien entretenir sa vigne en 2 mots? Bah, bien la tailler, déjà l'hiver, prendre le temps de la tailler comme on taillerait un rosier, c'est important de lui donner une forme. Heu, Pas trop d'eau, hein, parce que la vigne n'a normalement pas besoin de trop d'eau. Ça dépend les types, mais oui, en prendre soin, être vigilant aux bourgeons qui vont y pousser, bien sélectionner leurs bourgeons et voilà et la laisser, vivre. D'accord, donc sélectionner les bourgeons, déjà pour moi ça devient très technique, hein. Donc je pense qu'il doit y avoir sur internet de quoi avoir Des quelques petits tutos. conseils, voilà, des tutos. Quels sont les projets à court terme pour les champagnes, Oudiette et filles? Je précise à chaque fois. Oui, bah, oui, tu fais bien. Alors les projets à court terme, là, on souhaiterait, trouver un espace, pour s'installer, de manière indépendante, donc toujours avoir un peu, du vin stocké à la coopérative pour y vinifier, mais aussi pouvoir, nous, avoir notre propre chai. Donc ça, c'est un projet qui est en cours, Mmh. de réalisation et puis, augmenter les volumes de bouteilles parce qu'aujourd'hui ça marche bien et qu'on a de la demande pour ça. Mmh. Donc voilà. Bah, écoute, je te remercie. Alors on va finir avec, le petit rituel du portrait chinois. Je vais te demander si tu étais un cépage, lequel serais-tu? Alors je serais le pinot noir, hein. D'accord. Pourquoi? Pour des raisons, j'aime le pinot noir parce que c'est un cépage qui est assez, caractériel, assez puissant et à la fois très fin Mmh. et j'ai du caractère et je trouve qu'il me va bien. Il te ressemble bien. D'accord, c'est un des 3 cépages, hein, qu'on utilise évidemment. Champenois, oui. Si tu devais choisir une saison dans tes vignes, tu choisirais laquelle? Le printemps. Pourquoi? Parce que là où la végétation se réveille, il y a un côté un peu, hors du temps, je trouve. Les oiseaux reviennent dans les vignes, on entend chanter, c'est une période aussi où on a un peu plus de temps avant vraiment que la vigne se mette à pousser. Donc on peut prendre le temps de faire, des choses, plus calmement et j'aime beaucoup cette période-là, Mmh. Quand elle revit, elle revient à quand la elle vie, revit. finalement. Ouais. Si tu étais un arôme, mais tu serais quel arôme? Ah, bonne question. Quel arôme? La salinité, parce que c'est ce que j'aime, dans les vins. Ah oui, Ouais. ça c'est quelque chose, il faut vraiment avoir le palais, éduqué pour pouvoir arriver à trouver de la salinité dans quelque chose qui est plutôt tendance à être sucré quand même. Oui, c'est vrai, mais l'aromatique des vins aujourd'hui, sur certaines des sols ou même dans des régions différentes, quand la salinité est mise en avant, c'est vraiment, pour moi, des vins exceptionnels, ouais. Et enfin, si tu étais une épice pour dépeindre, et raconter, conter ton champagne, quelle serait cette épice? J'ai pas d'idée. Tu pas d'idée? Une épice, Bah, moi, je te propose qu'on fasse une dégustation et peut-être que moi, je vais trouver l'idée. C'est peut-être bah, ça, oui, hein, ce oui. qu'on va faire. En tout cas, merci, encore une fois, Margot, d'avoir quitté, ta Champagne natale pour venir, partager ta passion, ton formidable parcours et votre réussite familiale.
à toutes les trois. C'est vrai que c'est une aventure inspirante et enthousiasmante. Je vous souhaite en tout cas le meilleur à l'avenir. Et merci encore une fois. Merci à toi, Jérôme. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Connecté Nature et à très bientôt avec Truffaut. Notre podcast se termine déjà, mais restons connectés à la nature. Tous nos épisodes sont disponibles sur les principales plateformes d'écoute et sur notre site truffaut.com. Je vous dis à très vite pour cultiver ensemble notre jardin et notre esprit.